Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Pour les autres, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y sur notre chaîne, abonnez-vous. Évidemment, si comme moi, vous aimez plus les versions audio, on est sur toutes les plateformes, allez nous suivre là-dessus. Vous pouvez nous aimer, vous pouvez mettre un rate si vous voulez, les étoiles ou les cœurs, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a là. Et sur tous les autres réseaux sociaux, on est littéralement partout. Comment ça va, Salim? Ça va, mais moi, je pensais que j'allais échanger avec toi, parce que là, tu as présenté, tu as dit c'est le podcast politique avec Salim Idrissi. Puis t'as pas dit George Centrisa. Ah non, j'ai pas dit. Fait que là, je me disais, est-ce que j'allais parler tout seul aujourd'hui? Un petit lapsus de mon côté. Comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va vite. Écoute, le premier mois de l'année est déjà derrière nous, 2025, il reste déjà plus que 11 mois. Il y a beaucoup de choses en politique, beaucoup. On n'a pas eu l'occasion beaucoup d'échanger, toi et moi. Non, c'est ça. On est content quand on a des invités, évidemment. Ça démontre un peu l'envergure que le podcast a ces dernières semaines ou derniers mois. Mais c'est le fun des fois qu'on soit juste moi et toi. Jaser, parler, analyser, faire ce qu'on a toujours fait depuis le tout début. Puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'à fur et à mesure qu'on a des invités, ben les nouvelles, ça passe vite. Hein? Ouais, non, exactement. Mais regarde, on va faire juste un petit tour d'horizon. On va faire un épisode cute là aujourd'hui, pas trop long, mais juste reparler un petit peu de tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe. Puis justement, on s'est gardé ce spot aujourd'hui pour être en mesure d'échanger toi et moi. Mais tu sais, évidemment, on peut pas passer à côté de toute la saga qu'il y a eu à Ottawa. Avec la démission de Freeland qui a mené d'abord, dans un premier temps, à un remaniement ministériel du gouvernement Trudeau, puis de la démission annoncée du premier ministre Trudeau, effective le 9 mars, parce qu'en même temps, il avait déclenché une course à la chefferie au Parti libéral du Canada, une course éclair pour laquelle ils avaient dû, je pense, même changer quelques règles parce qu'elles ne se prêtaient pas nécessairement à la situation de crise et d'urgence, parce qu'on était, excuse-moi l'anglicisme, mais on était un peu squeezé avec l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump, ça fait à peine environ 20 jours qu'il est là, mais il a déjà mis le monde sans en dessous, en tout cas le Canada, avec ses déclarations intempestives, veut faire du Canada 51e État, nous accuse d'exporter du fentanyl aux États-Unis, ce qui est faux, parce que c'est des... comment dire... Il y a quasiment rien là, qui vient du côté canadien. Là, des petites bricoles là, qui ont été attrapées, mais pas grand-chose. Il parle d'immigration, etc. Il dit que notre frontière n'est pas assez bonne. Notre frontière, pourtant, c'est plutôt du sud vers le nord que sont arrivés les demandeurs d'asile. On se souviendra du chemin Roxham. Ouais. Puis, je veux pas être le père fouettard, là, celui qui donne des coups de fouet juste au gouvernement sortant, parce que c'est trop facile, parce que c'est trop récent, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu un premier mandat Trump, un mandat Biden, un autre mandat Trump qui est en train de débuter. Puis il y a beaucoup de choses, honnêtement, qui, au Canada, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres épisodes, il y a plus d'un an déjà, plusieurs choses qu'on ne faisait plus et qu'on ne faisait plus bien. Tu sais que par exemple, quand tu parles de la question du financement militaire du Canada et qu'on était en dessous du 2% requis par l'OTAN, ça a commencé sous M. Harper, sous des conservateurs qui sont pourtant assez favorables à tout ce qui est investissement militaire, la défense est super important. Je veux dire, idéologiquement, c'est quasiment plus important côté conservateur, etc. Puis moi aussi, je pense que c'est super important. On ne le faisait pas, ça nous pose un problème. Puis c'est dommage parce que ces investissements-là sont des investissements qui permettent aussi un peu de commerce et un peu de création. Puis un peu... Donc, c'est pas vrai que c'était juste de l'argent, entre guillemets, jeté par la fenêtre. Et pour un pays aussi grand que le nôtre, avec un territoire aussi grand que le nôtre, avec une frontière aussi longue que la nôtre, avec
les passages commerciaux qui sont en train de s'ouvrir au nord en raison du réchauffement climatique. Donc, il y a des passages commerciaux qui sont en train de s'ouvrir parce que la calotte glaciaire est en train de fondre, malheureusement. Et là, c'est la concurrence des Chinois, la concurrence des Russes surtout, des Américains aussi avec l'Alaska. Et d'ailleurs, ils aimeraient en avoir plus. C'est pour ça peut-être que Trump aimerait nous annexer. Mais aussi des Européens. Parce que le Groenland est de souveraineté danoise, qui fait partie de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est super important. On ne l'a pas fait. Mais il y a aussi, bien sûr, tout un tas de choses. Tu parlais à juste titre du commerce intérieur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'une entreprise du Québec, par exemple, soit plus facile pour elle de vendre aux États-Unis que de vendre en Ontario? De vendre au Nouveau-Brunswick. Et même de vendre en Alberta et Colombie-Britannique. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoute, j'aime faire ce parallèle, même s'il est un peu boiteux, là. Pour ceux qui connaissent un peu la grande région de Montréal, Montréal, l'île, puis la rive sud. Vous savez que sur la rive sud, puis notre invité qui avait été ici, qui était avec Coder avant... et qui a été à la CDPQ Infra. Harut? Harut. Ouais. Harut, il nous l'avait dit. C'est plus facile de faire nord-sud, sud-nord, c'est-à-dire les échanges entre les villes la ville de Montréal et les villes de la Rive-Sud, que entre les Rives-Sud. Ouais. Entre les villes de la Rive-Sud, pardon. Ouais. Mais c'est un peu le même principe. C'est que c'est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis que de faire le commerce avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Ça n'a aucun sens. C'est fou. Et moi, ce que j'adore, j'adore pas ça, là, mais c'était du point de vue de quelqu'un qui adore la politique et la stratégie, puis tout ça, de voir à quel point c'est tellement facile que la politique change tout à coup, juste rapidement comme ça, à cause des besoins que nous avons. Et là, on voit tous les politiciens qui, par exemple, étaient contre des projets d'oléoduc et de pipeline, puis tout ça, de virer de bord et de dire, bon, mais écoutez... il faut faire quelque chose. Mais c'est ça. Mais en fait, merci de le mentionner parce que ça, c'est extrêmement important. C'est que, dans le fond, d'abord, c'est la preuve que notre classe politique, depuis 20 ans, 25 ans, manque de vision. Je m'excuse, mais c'est un peu ça. Non, c'est vrai. Manque de vision parce que, est-ce que ça prend d'être au pied du mur? Est-ce que ça prend d'être menacé par Trump pour qu'on se dise « mais finalement, peut-être que ce serait bien de vendre à l'Ontario ou au Nouveau-Brunswick ». Mais c'est quand même fou qu'on en soit arrivé là, qu'on soit acculé à le faire plutôt que simplement le faire parce que c'est nécessaire de le faire. On aurait pu être tout simplement plus riche, continuer de faire du commerce avec les États-Unis, puis en plus produire davantage pour produire et vendre à nos voisins du reste du Canada. Et puis sur les questions des oléoducs, etc. Puis, c'est là qu'on réalise un truc. Ça fait des années qu'on dit une affaire. C'est que toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Toute activité humaine. T'sais, même passer une route, là, ça a un impact sur l'environnement. Là, mais un oléoduc, là, penses-tu que c'est plus sécuritaire de ramener du pétrole de l'Alberta en train que de le faire venir dans un oléoduc fait pour ça? Et mieux que ça, on peut le faire dans les standards de sécurité et d'environnement les plus élevés. Admettons, je sais pas moi, admettons que, parce que c'est un tuyau, l'oléoduc, fondamentalement, c'est quoi? C'est un tuyau. Mais admettons qu'ils disent que c'est, je sais pas moi, 8 pouces d'épaisseur. Là, peut-être que nous, on pourrait mettre 16 pouces d'épaisseur pour être sûr que, tout va bien ou limiter les risques, etc. Je suis pas du tout spécialiste, je dis ça. Ouais. Alors, mais c'est une manière de dire, on peut mettre les plus hauts standards mondiaux là-dedans, mais au moins qu'on permette un pétrole canadien qui est fondamentalement le nôtre, il est surtout celui de l'Alberta, mais le nôtre comme Canadien, comme pays, d'être exporté ailleurs, de permettre aux gens d'Alberta aussi de vivre de ça. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'on sait que ça va finir par se terminer. Mais au moment où on se parle, c'est ça l'économie. Puis mieux que ça, je te laisse là-dessus, mieux que ça, c'est qu'on peut financer notre transition énergétique vers de l'énergie propre en utilisant nos hydrocarbures, plutôt que d'aller chercher les hydrocarbures de l'Alberta et les faire venir par train. Et les faire venir par train jusqu'à où? Jusque dans l'est du Canada, où il y a 3 raffineries.
Puis une fois que c'est raffiné, tu reprends le train pour renvoyer ça partout. Et ça, c'est sécuritaire. Mais on a déjà vu les dommages, hein. Malheureusement, on rit, mais au lac Mégantic. Puis, juste sur la question de l'exportation de l'énergie, là. Et c'est ça qui me choque un peu, qui me frustre un peu, parce que on a déjà eu des opportunités, sauf que c'était pas notre urgence. Quand la guerre s'est pognée en Europe de l'Est, là, entre la Russie et l'Ukraine, et tout à coup, la Russie a fermé ont fermé la switch, là. Puis tous les pays de l'Europe de l'Est, puis de l'Europe centrale qui ont paniqué, ils sont partis partout dans le monde pour trouver des options alternatives. Ils sont venus au Canada. Puis on leur a fermé la porte. On a dit non, désolé, non, ça ne marchera pas. Mais maintenant que c'est l'urgence à frapper le Canada, ben là, on se réveille. Oui, mais on a manqué tellement d'opportunités. En tout cas, toute cette affaire-là, la course au fédéral, et je parlais de ça avec un ami au téléphone l'autre jour, que quand la question vient, quand ça affecte l'unité nationale, c'est drôle de voir que c'est les libéraux qui en profitent. Puis on a vu le sondage de Léger cette semaine, il y a 2 jours, je pense, où tout à coup, le Parti libéral du Canada et même du Québec, c'est comme si le brand libéral renaît un peu de ses cendres quand on parle d'unité nationale, unité canadienne. Ça aussi, je trouve que c'est fou. C'est fou qu'il y a une semaine, on voulait rien savoir du Parti libéral. Puis tout à coup, il y a une urgence nationale. Puis, OK, c'est les libéraux qui vont nous sauver. Je trouve ça tellement, je sais même pas le mot à utiliser, mais c'est fou. C'est fou comment la politique peut juste d'un jour à l'autre changer. Alors, tu as raison de mentionner ça. Je crois qu'il y a quand même une petite différence entre le PLC qui est au pouvoir et le PLQ qui, lui, est dans l'opposition et tente de se reconstruire. Dans le cas du PLC, je pense pas que ce soit juste une question d'unité. Parce que la question de l'unité nationale, le Parti conservateur pourrait aussi vouloir revendiquer la possibilité de le faire. Là, je veux dire, c'est pas comme au Québec où tu as un seul parti véritablement fédéraliste et qui croit au Canada, c'est le PLQ. Ouais. Or, les conservateurs croient au Canada, les néo-démocrates croient au Canada, le Parti vert croit au Canada. Il y a juste le Bloc, mais le Bloc, de toute façon, il ne se présente qu'au Québec, donc voilà. Mais par contre, oui, c'est vrai, et je l'avais pas vu venir, pour être honnête. Je l'avais pas vu venir, mais une petite embellie pour les libéraux fédéraux. Il reste que l'embellie est quand même, on la voit quand même un peu plus au Québec que dans le reste du Canada. Donc, on n'est pas encore rendu à la réélection du Parti libéral du Canada. Ouais, et il faut souligner ici que les conservateurs, de toute façon, c'était pas comme si on perdu un lead au Québec ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu sais, je veux dire... est-ce qu'il y a des conservateurs qui voient ça puis qui n'aiment pas trop ça? Probablement. Mais est-ce qu'il y a des conservateurs totalement paniqués? Je suis pas sûr. Pas là, en tout cas. Moi, je pense que c'est plus une question de wake-up call pour les souverainistes, plutôt. Eux autres, par exemple, le Bloc qui était premier, puis là, tout à coup, il est à égalité avec les libéraux. Ouais. Puis là, on se dit, qu'est-ce qui arrive? Mais il est encore premier chez les francophones et souvent pour gagner le plus de circonscriptions, c'est ça qui est nécessaire. Mais par contre, je te dirais quand même que ce qui vient un petit peu jouer dans la tête de certains observateurs et probablement aussi de certains conservateurs qui voient M. Poilievre devenir premier ministre incessamment quelque part dans cette année-là, c'est le fait que M. Carney, Mark Carney, n'est pas nécessairement très connu, mais les appuis dans les sondages sont... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Là. Peut-être que si un jour il vient à notre podcast, il va nous l'expliquer. Mais ces appuis sont pas si mal, honnêtement. Là. Moi, je vais dire une chose, puis encore là, on n'est pas expert, mais surtout moi, pas moi, là, mais j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en marketing, puis en advertising. Puis, tu sais, quand on fait de la publicité négative, c'est quand même de la publicité. Puis, M. Poilievre, anticipant un peu le fait que M. Trudeau serait pas là, c'est qui la prochaine personne? Bon, on a coché Freeland, on la rattache à Justin, très facile comme cible, exact.
Le prochain, ben, c'est Carney. Puis ça fait des mois maintenant que M. Poilievre ne cesse de l'appeler le Carbon Tax Carney. Puis tu sais, il a ouvert une attaque dans plusieurs fronts pour attaquer toutes les potentiels... Il l'a fait connaître. Exactement. Donc, tu sais, quand tu as le politicien en opposition qui a les plus de chances de gagner et dans son discours quotidien, il attaque une personne que, entre guillemets, personne ne connaît, bien, à un moment donné, tout le monde va apprendre à le connaître. En même temps, il y a un truc que moi, personnellement, je vais donner à Mark Carney, c'est que ses positions sont des positions qui sont vraiment différentes de ce qu'on a vu dans les dernières années au PLC, au gouvernement libéral. Des positions qui sont, honnêtement, j'ai envie de dire plus à droite. Elles ne sont pas nécessairement très à droite, mais plus à droite, notamment sur les questions économiques, notamment sur les questions de financement militaire, notamment sur les questions de taxation et de fiscalité. Donc, j'ai envie de te dire que, dans le fond, j'ai comme un peu l'impression que Mark Carney va offrir ou cherche à offrir aux Canadiens, ben d'abord aux libéraux et dans un deuxième temps aux Canadiens s'ils gagnent la chefferie, d'offrir aux Canadiens une version conservatrice, mais plus soft. Donc, tu sais, souvent, on disait, c'est les Blue Liberals, les Red Tories, ils peuvent se retrouver quelque part. Là, puis moi-même, là, je suis un peu mélangé entre les deux. Là, c'est comme, moi aussi. Mais aussi, il y a l'avantage, Salim, qu'il n'est pas nécessairement attaché à Justin Trudeau. C'est pas comme si il était dans son caucus ou un membre de son conseil des ministres qui a pris des décisions, puis là, tout à coup, on change de bord. Tu sais, Mme Freeland qui veut plus de la taxe carbone, qui veut reculer de la taxe sur le gain en capital. Le gain en capital qu'elle-même... Comme ministre des Finances. Exactement. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui peuvent venir mettre des bâtons dans les roues là-dessus de ta campagne, alors que lui, il s'appelle lui-même un outsider. On le sait, évidemment, les gens qui suivent la politique le savent déjà que c'est pas nécessairement un outsider. Aussitôt que son mandat avait terminé en Angleterre, il est venu au Canada, on était en plein milieu de la COVID. Il s'est directement impliqué avec le gouvernement pour essayer de les aider. À un moment donné, il a fait un petit bout au ministère des Finances. Tu sais, il a été dans les cercles immédiats de Justin Trudeau en termes de conseiller financier. Donc, mais attends. À moins que je me trompe, là, quand il est revenu de la Banque Angleterre, il n'a pas travaillé pour le ministère des Finances. Il a été sous-ministre des Finances dans une vie qui a précédé son temps comme gouverneur de la Banque du Canada. Okay. Et d'ailleurs, c'est M. Harper qui l'a nommé comme gouverneur du Canada pour contribuer à la gestion de la crise des subprimes, la crise financière de 2008-2009. Là. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que c'est intéressant à voir. Je crois qu'il est trop tôt pour dire si ça va avoir un impact. Salim, je souris parce que aussitôt que le sondage est sorti hier, j'ai eu toute une gang de libéraux d'Ottawa qui me dit « Ah, tu vois, je te le disais. » I'm like, guys, calmez-vous. Là, c'est pas comme si c'est la première fois qu'il y a un sondage qui sort. On peut pas... Puis nous, on en a analysé des sondages. On peut pas parler de trend, là, tu sais. Calmez-vous, attendez. Mais là, on n'a pas le temps devant nous parce que, tu sais, tout se passe tellement rapidement. Mais normalement, là... Attends de voir dans 3 ou 4, 5 autres sondages, voir s'il y a une pente quelque part. C'est sûr que maintenant, les circonstances sont telles que tu prends ce qu'il y a puis t'embarques là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. T'sais. On a parlé de ça avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On dit, attendons voir s'il y a un trend. On ne sait pas. Puis là, après, comme 6-7 mois, on a dit... Effectivement, il y a un appui populaire envers Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est pas le même cas, puis on va pas le voir au fédéral parce que ça va très rapidement. Mais calmez-vous, c'est les circonstances. C'est une image d'une période qu'on traverse où, oui, il faut contrer les menaces de Donald Trump. Là, on a un 30 jours de répit. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se produire la semaine prochaine ou celle d'après. Je sais pas. Non, mais écoute, t'as tout à fait raison, c'est trop tôt. Bon, il reste que, on va se le dire, pour quelqu'un qui avait jamais fait de politique avant, de se retrouver dans ces conditions-ci dans les sondages, c'est quand même
positif. Donc, Oh, mais gars, tu sautes dans le feu tout de suite. Il n'y a pas une transition un peu non, mais c'est relax ça. En politique. Non, exactement. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, on va voir. Ce serait le fun qu'on puisse échanger avec lui, avec Madame Freeland aussi. Ce serait le fun. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. On est le 7 février. La fin de la chefferie, c'est dans 30 jours, le 9 mars. Oui, je compte bien. C'est parce qu'en février, il n'y a que 28 jours. Mais, il y a aussi des débats qui vont venir. Ça va être intéressant de voir ça. Il y a plusieurs réseaux qui parlent de l'habilité de, surtout M. Carney, de s'exprimer en français. Moi, je trouve qu'il est correct. C'est sûr et certain que maintenant, les conférences de presse sont un peu plus contrôlées, etc. Mais ça reste à voir. Mais en même temps... On va se le dire. Nous, ce qu'on veut, au Canada, là, avoir des gens qui sont parfaitement bilingues, c'est rare. Il y a eu le père de M. Trudeau, donc Pierre Elliott Trudeau, qui lui était parfaitement bilingue. Mais c'est parce que c'est surtout les gens qui proviennent du Québec qui peuvent être parfaitement bilingues. Absolument. Justin Trudeau, bon, oui, on peut dire qu'il est parfaitement bilingue, même si, honnêtement, je veux dire, il manque de vocabulaire en français. Là, je veux dire, c'est pas... Mais sinon, il est quand même parfaitement bilingue. Une autre personne qui est vraiment parfaitement bilingue, c'était Jean Charest, ancien premier ministre du Québec. Mais c'est très rare. Mais à un moment donné, là, ce qui est attendu de quelqu'un, c'est pas de parler, d'un anglophone surtout, c'est pas de parler le français comme des natifs francophone. Le but, c'est un peu à l'image de Karina Gould l'autre jour. Là. De maintenir une conversation. Puis honnêtement, je pense que là-dessus, quand même, pour un parti fédéral, d'avoir Mark Carney, d'avoir Chrystia Freeland, d'avoir Karina Gould, qui sont tous les trois capables de débattre en français parfaitement. Moi, je trouve ça très bien pour une gang d'anglophones. Il n'y a même pas un francophone au milieu de tout ça. C'est vrai. Donc tu sais, voilà, bon, on vit dans cette réalité. Monsieur Harper, quand il s'est fait... Je me souviens très bien de Monsieur Harper dans l'opposition, entre 2003 et 2006. À l'époque, j'étais moins politisé, j'étais plus jeune, etc. Mais je suivais quand même ça. Et je trouvais pas son... son français était pas bon, mais je vais dire une chose... Par contre, il y a eu une transformation. À un moment donné, il parlait parfaitement bien. C'est une des personnalités politiques qui m'a le plus impressionné, la rapidité avec laquelle ce monsieur-là a appris le français puis a pu communiquer de façon efficiente. En plus, on va lui donner quelque chose à M. Harper. Il a toujours débuté ses discours en français. Ouais, c'est toujours. Ouais. Et ça, c'est quand même... regarde, c'est la marque de quelque chose de très important. Il a misé beaucoup sur le Québec, M. Harper, puis à moins que ça se peut que je me trompe, là, mais je pense que c'était sous son gouvernement qui ont reconnu la nation québécoise. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Ouais. Exactement. Ouais. En 2006, si je me souviens bien, là... non, excuse-moi, 2006, ils sont arrivés au pouvoir. Mais quoi que c'était peut-être à la fin de l'année 2006. Je ne me rappelle pas de la date, mais en tout cas, c'est son gouvernement qui l'a reconnu. Absolument. Juste pour finir maintenant sur les sondages, parce qu'il y a eu un autre nanos qui est sorti qui demandait c'est qui la personnalité politique qui peut le mieux négocier avec Trump. Puis, le nom de Mark Carney réapparaît même beaucoup plus que M. Poilievre. Là, on parle d'une quarantaine de pourcents. Il était, je pense, regarde de mémoire, là, je pense qu'il était à 41%, mais M. Poilievre était à 26%, puis Mme Freeland était plus bas, je crois, encore si ma mémoire est bonne. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne dois pas être très loin là, des chiffres. Là. C'est 40% Carney, 26% Poilievre, 13% Freeland. Voilà, c'est ce que je disais. Donc oui, écoute, c'est sûr que quand tu vois ces chiffres-là, c'est quasiment en train de biaiser, ce que les membres libéraux qui vont voter à la chefferie. Le problème, c'est que quand ils vont voir des chiffres pareils, ils vont être influencés. Il y a des gens... M. Carney a clairement le vent dans les voiles, les appuis qui se multiplient entre M. Duclos, d'ailleurs, du Québec, vient de lui donner son appui aujourd'hui, donc qui est du lieutenant du Québec. C'est pas rien, parce que avoir Duclos, lieutenant du Québec, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Stephen Guilbeault,
Là, tu sais, honnêtement, ça veut dire qu'on est en train de sentir doucement, mais sûrement que le Québec est en train de backer Monsieur Carney. Ce qui est quand même surprenant parce que Madame Freeland a quand même fait beaucoup d'efforts au Québec pendant toutes ces années où elle a été ministre. Mais en même temps, ne vendons pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. Le vote n'a pas encore eu lieu. Puis on verra bien qui va gagner. Là, je ne veux pas rien présupposer, mais c'est sûr que tu te mets à la place d'un militant libéral lambda qui espère potentiellement que son parti renaisse de ses cendres. Voit les chiffres du Nanos aujourd'hui, du Léger l'autre jour, c'est ça. Mais je pense que tu voulais aussi parler de politique provinciale avant qu'on finisse. Oui, ben juste avant qu'on finisse, parce que tu sais, les sondages aussi, ils ont affecté un peu la popularité du Parti libéral du Québec aussi. Puis c'est étrange parce qu'il n'y a pas encore de chef au Parti libéral du Québec. Puis tout à coup, on voit un Marc Tanguay qui monte dans les sondages. Puis on s'entend, c'est pas Marc Tanguay, ben là, il est le leader par intérim, mais c'est pas lui là qui sera le leader. Puis c'est juste ça un peu la bêtise de sondage. Là. Les gens ils disent « Ah ouais, libéral. » Puis on oublie qu'au Québec, on n'a pas de chef au Parti libéral du Québec. Donc, c'est quand même encourageant, mais le point important, puis tu l'as mentionné, c'est le vote auprès des francophones qui reste considérablement très bas pour le Parti libéral du Québec. Alors, je vais te faire une petite analyse rapide pour terminer de ce sondage. On va commencer par les francophones pour le PLQ dont tu parles. Mais d'abord, on va commencer par dire que dans les sondages, le PQ est toujours devant. Ouais. Quand même assez confortablement devant. Et en deuxième position, deuxième ex-aequo, la Coalition Avenir Québec qui est au gouvernement et le Parti libéral du Québec. Maintenant, pour être clair, c'est que les francophones envers le Parti libéral du Québec sont passés de 6 à 9. Je suis d'accord avec toi, 9% chez les francophones, c'est faible. Il reste que c'est 50% de plus que ce qu'ils avaient. Ils sont quand même passés de 6 à 9. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Mais écoute, le Parti libéral du Québec qui passe de 15-16% à 21%, ex-aequo avec la CAQ, c'est quand même super intéressant à analyser. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as raison, George. Regarde, tu as raison. Qu'est-ce qui a pu... Tu peux te poser la question, qu'est-ce qui a pu faire bouger l'aiguille des sondages pour le PLQ? Est-ce qu'ils ont un nouveau chef? Pas encore. Non. Est-ce que la course à la chefferie a beaucoup de visibilité? Non, tu sais, à cause de ce qui se passe au fédéral et avec les Américains, ils n'ont pas tant que ça de visibilité, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils se sont inscrits dans les tendances médiatiques décisives? Non, tu sais, je veux dire, même en période de questions, ils posaient des questions qui n'étaient pas nécessairement en lien directement avec l'actualité. Je dis pas qu'elles n'étaient pas bonnes, les questions. Elles étaient bonnes et intéressantes et intelligentes, mais disons que moi, j'essaye d'expliquer qu'est-ce qui a fait bouger dans les sondages. Donc non, c'est rien de tout ça. Mais donc, donc ça veut dire quoi? C'est conjoncturel. C'est la situation externe, les facteurs externes qui ont joué. Alors, ces facteurs externes, lesquels sont-ils? Ben oui, il y a la question des tarifs qui a fait en sorte que tout d'un coup, ça rappelle aux Québécois la pertinence d'être Canadiens aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est plus forts tous ensemble. Et tu auras remarqué que dans le même sondage, le même coup de sonde, là, exactement le même, tu as les libéraux qui montent et tu as la souveraineté qui, whoop, drastiquement est tombée. Là, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Elle est passée de 37 à 29. Ouais. Une dernière chose que j'ai à te dire là-dessus. Puis, sais-tu quoi? Je vais me jeter un petit peu de fleurs. Je le fais jamais. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que sur ce podcast-là, j'ai dû dire au moins une 50aine de fois que je ne croyais pas que la souveraineté était réellement à 35-36%, même si les sondages le montraient mois après mois depuis longtemps, je n'y croyais pas. Je t'ai toujours dit, je suis sûr que si on remonte dans les enregistrements, on le dit, je t'ai toujours dit, si demain matin, il y avait normalement, un sondage, ça te dit que demain matin, il y a des élections, est-ce que il y a un référendum, est-ce que tu votes oui pour la séparation ou non? Je te disais, moi, je suis sûr que s'il devait réellement y en avoir un demain matin, ça serait 28%. Ouais. Là, j'étais pas loin. Ouais. C'est 29%. Et ça, c'est parce que c'est en période de crise que tu te rends compte. Exact.
ce que les gens... Parce qu'ensuite, oui, il y a un petit côté romantique chez les Québécois, chez nous, dans notre société. On est différents, donc forcément, il y a quelque chose... oui, un peu il y a un romantisme autour de la souveraineté parce qu'on a envie d'être un peu plus autonome, parce qu'on a envie d'être ce qu'on est, parce que 1000 raisons, là, tu sais, qui fait en sorte que elle est toujours surestimée dans les sondages. Ouais. Mais dans les faits, il y en a un demain, boum. C'est vrai. Sur ce, on va mettre un point. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Allez vous abonner aussi sur toutes les plateformes audio. Spotify, Apple Podcast, on est sur Amazon aussi. Sur tous les réseaux sociaux, allez nous trouver, suivez-nous, laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages. Ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre. On vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Merci, bye!